Mes chers amis, bienvenue sur la chaîne Une certaine idée de la France. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui portera sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Nous sommes en 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir suite à l'incapacité du régime de la 4ème République à solutionner le problème algérien, comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente. Il fonde les nouvelles institutions de la 5ème République, suffisamment solides pour autoriser des prises de décision difficiles. Le président de la République formera la clé de voûte de ces nouvelles institutions. Un fait majeur, il ne procède plus des assemblées parlementaires, donc des partis, mais il sera élu au suffrage indirect, c'est-à-dire par un collège électoral plus large, composé majoritairement d'élus locaux. Une grande nouveauté, le président de la République ne se contentera plus de gracier les condamnés, mais il obtiendra un pouvoir réel. D'abord, il est chef des armées, il est chef de la diplomatie, il négocie les traités, il nomme ses ambassadeurs qui seront ses représentants personnels à l'étranger. Ce sont les mots même du général de Gaulle. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État, comme les recteurs d'académie, les préfets, etc. Il préside le Conseil des ministres et surtout, il en détermine l'ordre du jour. Il signe les ordonnances prises par le gouvernement, ce qui veut dire qu'aucune grande décision gouvernementale ne pourra être prise sans son aval. Un élément majeur encore, il a la faculté de dissoudre l'Assemblée nationale, comme c'était le cas sous les régimes précédents, mais le recours est cette fois largement facilité, et de Gaulle ne s'en privera pas. Cette épée de Damoclès placée au-dessus des députés permet de limiter le risque de renversement du gouvernement. D'une certaine manière, le président de la République protège ses ministres en faisant écran entre eux et le Parlement. De Gaulle distingue nettement les rôles de président de la République et de Premier ministre. Il déclare « Le président est voué à ce qui est essentiel et permanent. Quant au Premier ministre, il est aux prises avec les contingences. » Essentiel et permanent, on voit là deux notions très chères au général, celle de la profondeur et de la continuité historique à travers la figure présidentielle. Nous arrivons donc en 1962, la situation a évolué. Le général de Gaulle a 72 ans, c'est un homme âgé, il a miraculeusement échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. La question de l'éventualité de sa mort et donc de sa succession sont ouvertes. D'autre part, la France s'est délestée de son empire colonial, ce qui veut dire que les électeurs français sont essentiellement des métropolitains. Dès lors, de Gaulle pense le moment tout trouvé pour proposer une révision constitutionnelle, à savoir l'élection du président de la République, cette fois au suffrage universel direct. Cette manière de renforcer la légitimité présidentielle est une petite révolution institutionnelle. Elle rappelle bien sûr les plébiscites bonapartistes. Sieyès disait d'ailleurs « L'autorité vient d'en haut, la confiance vient d'en bas, on y est ». Et surtout, elle crée une relation directe entre le peuple et le président de la République, ce qui marginalise le Parlement. Le représentant réel de la nation n'est plus cette assemblée parlementaire vague et sans visage, mais devient cette figure présidentielle forte. Incarnation et continuité du pouvoir, voilà ce qui manquait au régime parlementaire précédent, et voilà ce que de Gaulle réintroduit dans un cadre bien sûr parfaitement républicain. Mais la question de la procédure de révision constitutionnelle va déclencher les passions. La Constitution de 1958 prévoit à l'article 89 un vote des deux assemblées parlementaires avant le référendum constituant. De Gaulle savait les Français en accord majoritairement avec sa proposition de révision. Mais il était parfaitement conscient que jamais les parlementaires n'accepteraient de se dessaisir de leurs privilèges. Il lui a donc fallu trouver un moyen alternatif. L'article 11 permet, lui, l'adoption d'un projet de loi par référendum sans passer par un vote parlementaire. De Gaulle enclenche donc la procédure de révision constitutionnelle par la voie de cet article 11. Cette révision constitutionnelle qui évite le vote du Parlement va susciter un tollé parmi les partis de gauche comme de droite. Toutes les outrances verbales sont permises.
on crie à la forfaiture, à la dictature. Évidemment, l'Assemblée nationale censure le gouvernement, immédiatement suivi de la dissolution de l'Assemblée par le général de Gaulle. De Gaulle, lui, campe fermement sur ses positions contre l'avis des juristes. Il sait qu'il a raison. Pour lui, la souveraineté nationale appartient au peuple, y compris évidemment en matière constituante. Il défend le recours à l'article 11, car cet article dispose clairement « tout projet de loi », et le mot « tout » est particulièrement important, il n'est pas là par hasard. Tout projet de loi, ça veut dire un projet de loi ordinaire, comme un projet de loi organique, comme pourquoi pas un projet de loi constitutionnel. Donc tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics peut être soumis à référendum. Donc pour lui, cet article 11 englobe évidemment la question du mode d'élection du président de la République. Effectivement, les arguments du général de Gaulle sont parfaitement recevables. Aussi, les Français valideront cette lecture gaullienne des institutions. Ils sont convoqués par référendum le 28 octobre 1962 pour s'exprimer. Et ce projet de révision constitutionnelle recueillera plus de 62% de votes favorables. Le président de la République sera donc élu au suffrage universel direct. Le président du Sénat, Gaston Monnerville, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Il était particulièrement impliqué dans la bataille contre ce recours à l'article 11. Il va donc déférer au Conseil constitutionnel cette révision pour demander aux sages de l'invalider. Jetons un œil sur la décision du Conseil constitutionnel saisi sur cette question. Il considère que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61, donc les lois susceptibles d'être contrôlées par lui, sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. Et oui, à cette époque, le Conseil constitutionnel respectait scrupuleusement le principe selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple. Et en conséquence, les sages ne peuvent s'opposer à l'expression de cette souveraineté. Malheureusement, force est de constater que ce n'est plus toujours le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager sur vos réseaux, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt, j'espère, et vive la France!